Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau cours de physique mise à niveau. Aujourd'hui, on va continuer l'étude de la section 3 qu'on a commencé la semaine dernière. On avait introduit les concepts de travail puis d'énergie cinétique. Donc, juste avant de continuer, un bref rappel, là, c'est quoi l'énergie cinétique? On définit l'énergie cinétique d'un objet comme étant une demi-mv carré. OK? Donc, comme je vous disais, on définit l'énergie cinétique comme étant le produit de la masse puis du carré de la vitesse. Donc, l'énergie cinétique, c'est une demi m fois v carré. Donc, n'importe quel objet de masse m qui se déplace à une vitesse v contient une quantité d'énergie k égale à une demi mv carré. On donne comme exemple quelle est l'énergie cinétique d'une personne de 50 kg se déplaçant à 8 mètres par seconde. Donc, l'énergie cinétique d'une telle personne, d'un tel objet, va être 50 fois 8 à la 2, donc 1600 joules. Donc, ça veut dire juste associé à son mouvement, la personne va transporter 1600 joules d'énergie sous forme d'énergie cinétique. OK? Pour la petite histoire, d'où elle attire cette énergie-là? Ben, c'est ses muscles généralement qui vont travailler, qui vont transformer de l'énergie sous une autre forme en énergie cinétique par l'action des muscles. OK? Donc, les muscles vont faire un travail, littéralement. OK? Donc, pardon. On définit aussi une énergie potentielle gravitationnelle. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Ben, une énergie potentielle d'origine gravitationnelle, il y a deux choses qui sont importantes. Pourquoi on précise gravitationnelle? C'est parce qu'il y a plusieurs types d'énergie potentielle en physique. Puis pourquoi on appelle ça une énergie potentielle? C'est parce que c'est une énergie qui a le potentiel de servir à autre chose, de faire un travail, d'être transformée en énergie cinétique, par exemple. OK? Donc, l'énergie potentielle, on va voir assez rapidement un lien avec le travail fait par la gravité. Mais euh, on appelle l'énergie potentielle gravitationnelle UG. Dans le cours ici, je vais utiliser souvent juste U parce qu'on n'a pas d'autres formes d'énergie potentielle dans le cours, mais il y en a d'autres, là. Ça dépend de la masse d'un objet puis de sa hauteur. Donc, c'est une énergie qui est associée à la position d'un objet. Puis ça, c'est important de bien comprendre. Un objet qui revient à la même hauteur retrouve la même énergie potentielle. OK? Alors, on dit que c'est l'énergie potentielle d'un objet, mais il faut faire attention d'un point de vue pratico-pratique, cette énergie-là n'est pas dans l'objet, elle est stockée dans le champ gravitationnel. Mais ça aussi, ça devient vraiment euh, question vraiment technique de langage. Souvent, je n'irai pas jusque-là. On donne comme exemple, euh, si un haltérophile soulève une haltère de 100 kg à bout de bras de façon à ce que l'haltère se trouve à 2,2 mètres par rapport au sol, quelle est l'énergie potentielle gravitationnelle de l'haltère? Ben, c'est M fois G fois H. Donc, mon haltère initialement était ici. On dit on l'a soulevé de 2,2 mètres. OK? Donc, c'est toujours mesuré par rapport à un point zéro, l'énergie potentielle gravitationnelle. OK? Donc, moi, je dis au sol, hauteur égale 0, je la soulève de 2,2 mètres, l'énergie va augmenter de 100 fois 9,8 fois 2,2 mètres. Donc, l'énergie potentielle gravitationnelle va être de 2156 joules. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu que, supposons que la vitesse ici est constante, là, il a fallu que l'haltérophile dépense 2156 joules d'énergie pour soulever l'haltère. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de monter, mais que c'est facile de descendre. OK? Euh, on définit naturellement l'énergie. Avant de définir l'énergie mécanique totale, si je soulevais je vais juste faire un parallèle avec le travail ici fait par la gravité. OK? Donc, si je regarde l'altère, c'est quoi les deux seules forces qui sont. Ben, mettons, j'ai le poids qui est ici, puis moi, j'ai la personne qui doit exercer une force dans l'autre sens pour la faire monter, qui se bat contre la gravité. Donc, si j'évalue le travail qui est fait par le poids, par exemple, on se souvient que c'est P fois delta S fois cos de θ. Donc, moi, mon objet, son poids, c'est M fois G. Il a monté d'une hauteur H. Ici, l'angle entre le déplacement et le poids, c'est 180 degrés. Donc, la gravité a fait un travail de moins
MGH ici. OK? Ça, c'est le travail qui a été fait par le poids. Donc ça veut dire que la gravité en soulevant l'objet, la gravité a enlevé MGH, joule d'énergie à l'objet. Donc ça veut dire qu'il a fallu quelqu'un qui fournisse cette énergie-là pour lui permettre de monter. OK? Puis quand on est rendu en haut, le travail qu'on va avoir fait, on va avoir stocké 2000 MGH joules d'énergie sous forme potentielle gravitationnelle. Comme ça, quand la Terre va retomber, il va être capable de. Le travail fait par la gravité va être positif. Quand la Terre va redescendre, OK, puis qu'elle va se déplacer comme ça, le travail qu'elle va faire à ce moment-là, il va être mg fois grandeur du déplacement fois cos θ. Mais maintenant, l'angle va être de 0 degré. Donc le travail fait par la gravité, quand ça monte, est négatif. Quand ça descend, est positif. Ça veut dire quoi, ça? OK? En français, ça veut dire que si je prends l'objet, je le fais monter puis je le redescends, la gravité fait un travail négatif puis après elle fait un travail positif. Donc elle enlève l'énergie à l'objet, elle lui redonne cette énergie-là. Si je vais dans l'autre sens, l'objet descend, perd, la gravité fait un travail positif. Quand je remonte, la gravité fait un travail négatif. De même grandeur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gravité elle joue comme un rôle de réservoir d'énergie potentielle qui peut être fourni ou enlevé à l'objet. Donc l'objet quand il monte, il perd. Il faut qu'on lui fournisse l'énergie pour lui permettre de monter. Pardon. Cette énergie-là va être stockée de façon temporaire dans le champ gravitationnel, sous forme d'énergie potentielle gravitationnelle. Après ça, quand l'objet va redescendre, il va pouvoir récupérer cette énergie-là qui va avoir été stockée temporairement dans le champ gravitationnel. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'énergie potentielle gravitationnelle. C'est une énergie qui a le potentiel de faire un travail, d'être transformée en d'autres choses, mais qui va avoir été stockée temporairement. OK? Il faut juste faire attention parce que techniquement, l'énergie n'est pas dans l'objet. D'un point de vue très technique, l'énergie est stockée dans le champ, mais ce n'est pas super important ici. OK? Donc, bref, l'énergie potentielle est très fortement liée au travail qui est fait par la gravité. OK, on va dire ça comme ça. Évidemment, si on a deux formes d'énergie, on peut imaginer qu'on a ce qu'on appelle l'énergie mécanique totale. Donc, l'énergie mécanique totale, c'est tout simplement la somme de tout ce qui peut contenir de l'énergie cinétique et de tout ce qui peut contenir de l'énergie potentielle dans mon système. Donc, si je veux connaître l'énergie mécanique totale qu'on appelle d'un système, ça c'est l'énergie mécanique totale, mais je vais regarder dans mon système, je vais faire la somme de tout ce qui peut contenir de l'énergie cinétique, tout ce qui peut contenir de l'énergie potentielle. Donc, quand j'ai un objet, c'est pas compliqué. Il y a une certaine énergie potentielle, une certaine énergie cinétique. Mais quand j'ai plusieurs objets, il faut que je tienne compte de l'énergie de chaque objet quand je regarde l'énergie totale d'un système, justement. OK? Euh, on dit, bon, on donne comme exemple 3. Quelle est l'énergie mécanique totale d'un objet de 3 kg qui est à 2 mètres de haut et qui se déplace à 4 mètres secondes? Donc, cet objet-là va contenir à la fois une énergie cinétique associée à son mouvement et une énergie potentielle gravitationnelle associée à sa position. Donc, c'est un objet de 3 kg qui se déplace à 4 mètres par seconde, qui est à une hauteur de 2 mètres de son repère, de son point de référence. Donc, ça donne 16. Ça donne 24 joules. Puis ça donne 58,8. Donc, l'énergie mécanique totale est de 82,8 joules, répartie en partie sous forme cinétique, en partie sous forme potentielle. Okay? Donc, l'énergie mécanique totale, toutes les énergies sont des joules. On peut transférer de l'énergie d'une forme en l'autre. L'important, c'est que dans un système fermé, sur lequel n'agit aucune force externe, l'énergie va être complètement conservée. Donc, on dit pour un objet qui se déplace sans frottement sous l'action de la gravité uniquement, l'énergie mécanique totale du système va être conservée. Donc, c'est pas quand vous avez un objet qui se déplace, par exemple un objet qu'on lance en l'air, un bloc qu'on laisse descendre un plan incliné, c'est pas l'énergie cinétique ou l'énergie potentielle qui est conservée, c'est la somme des deux. Au-delà de ça, si vous avez un système constitué de plusieurs objets, comme en C ou en D où vous avez deux objets, c'est pas l'énergie des blocs individuels qui va être conservée.
c'est l'énergie du système au complet. Donc, c'est bien important. Dans le fond, pour qu'on dise que l'énergie mécanique totale est conservée, mais il ne faut rien qui ajoute ou qui enlève de l'énergie à mon système. La seule force qui peut agir sur ce système-là, c'est la gravité. Tant que vous avez un objet qui est soumis uniquement à la gravité, ben, l'énergie mécanique va être totale. L'énergie mécanique totale va être conservée. On va voir plus tard qu'est-ce que ça veut dire, ces limites-là, puis pourquoi c'est pas nécessairement toujours le cas. En fait, si vous regardez tout de suite l'exemple suivant, on dit un bloc de 2 kg est lancé à 3 mètres secondes vers le sommet d'un plan incliné à 35 degrés. Il n'y a pas de frottement. Quelle est la vitesse du bloc après un déplacement de 25 cm vers le sommet du plan incliné? Donc, évidemment, au début, qu'est-ce qu'on a? On a uniquement de l'énergie cinétique, parce que mon bloc est à une hauteur nulle. Donc, moi, souvent, ce que j'aime faire dans ces exercices-là, en fait, puis je vous suggère de le faire aussi, c'est de tracer le bloc dans sa position initiale, puis de tracer le bloc dans sa position finale. OK? Pourquoi on fait ça? Ben, c'est parce que ça permet clairement de voir c'est quoi le déplacement entre les deux. Puis l'énergie potentielle étant quelque chose qui dépend de la hauteur, on a besoin d'une hauteur de référence. Donc moi, je vous suggère, mettez toujours la hauteur égale à 0 au point le plus bas. Donc si l'objet monte, c'est sa hauteur initiale qui est 0, sa hauteur finale qui est égale à hauteur finale. Si l'objet avait descendu, par contre, qui était parti de là puis qui s'était rendu là, ben là, sa hauteur finale serait 0, puis sa hauteur initiale, elle serait HI, alors que sa hauteur finale serait 0. OK? Donc, on trace toujours position initiale, position finale. On dit au point le plus bas, la hauteur est 0, puis la hauteur est positive en montant. OK? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup pour la suite. Donc, on dit la hauteur initiale étant nulle, ben, l'énergie potentielle gravitationnelle initiale est nulle elle aussi. OK? Donc, pas d'énergie potentielle. Son énergie cinétique initiale, 1 demi mvu carré. Donc, 1 demi fois la masse 2 fois la vitesse 3. Donc, mon objet transporte une énergie cinétique de 9 joules. L'énergie mécanique totale étant la somme de l'énergie cinétique puis de l'énergie potentielle va être égale à 9 joules. Quand le bloc monte, comme il y a juste la gravité qui agit sur lui, l'énergie va être conservée. Donc, à la fin, l'énergie finale va être égale à l'énergie initiale qui est de 9 joules. Okay? Ça ne changera pas. Okay? C'est ça la conservation de l'énergie. Donc, nous, ce qu'on veut savoir, par contre, c'est quoi sa vitesse après un déplacement de 25 cm. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette énergie finale-là est répartie sous forme d'énergie potentielle puis sous forme d'énergie cinétique. L'énergie potentielle finale dépend de la hauteur finale. L'énergie puis la hauteur finale, c'est quoi? Mon objet s'est déplacé de 25 cm sur un plan incliné à 35 degrés. Donc, mon objet a parcouru 25 cm le long d'un plan incliné à 35 degrés. Ce qui est important, là, c'est qu'il a juste monté d'une quantité h ici. Donc, le sinus de 35 est égal à côté opposé sur hypoténuse. Donc, la hauteur finale, c'est 25 cm fois le sinus de 35, qui vaut 14,3 cm. 143 mètres. Donc, l'énergie potentielle finale, M fois G fois H. Donc, ça ne dépend pas de la distance qu'il parcourt, juste la hauteur qui monte. 2,81 joules. Donc, si j'avais 9 joules d'énergie au départ, puis qu'il y en a 2,81 qui sont sous forme d'énergie potentielle, le reste est sous forme d'énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique, c'est 9 moins 2,81 qui vaut 6,19. Puis on sait que l'énergie cinétique, c'est 1 demi fois la masse fois la vitesse finale au carré. Je peux donc trouver la vitesse finale de mon objet qui va être de 2,49 mètres par seconde. Oh, mon curseur est rendu. OK. Oh, oh, oh. 2,49 mètres par seconde. J'ai perdu mon curseur. Bon, 2,49 mètres par seconde. C'est bon? À l'exemple numéro 4, on vous donne comme illustration un objet de 500 grammes qu'on laisse tomber d'une hauteur de 2 mètres par rapport au sol. On suppose qu'il est initialement immobile. On vous demande, dans le fond, ici, on va faire la liste. Donc, c'est l'exercice 4.
Quelle est l'énergie potentielle gravitationnelle initiale de l'objet? OK? Ben, ça va être mg fois sa hauteur initiale. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va tracer. Moi, je fais toujours un petit schéma de la situation, puis ça, c'est pas besoin d'être compliqué. Au début, j'ai une balle qui est à une position initiale ici. À la fin, j'ai une balle qui est rendue là. OK? Ce que je vais faire ensuite, c'est définir la hauteur égale à 0 au point le plus bas, toujours. OK? Donc, moi, je vais toujours tracer la hauteur égale à 0 au point le plus bas, puis positive, évidemment, vers le haut. Donc, mon objet, dans mon exemple, tombe d'une hauteur de 2 mètres. Donc, sa hauteur initiale va être de 2 mètres. Donc, combien il y a d'énergie potentielle gravitationnelle initialement? Il y a 500 grammes qu'on met en kilogrammes. C'est bien important parce qu'on travaille en système métrique. Puis, on tombe d'une hauteur de 2 mètres. Donc, l'énergie potentielle gravitationnelle est de 9,8 joules. OK? Donc, c'est pas nécessairement super compliqué. Hein? OK? C'est un concept peut-être avec lequel vous n'êtes pas nécessairement très très familier. On vous dit ensuite de trouver l'énergie cinétique initiale. Donc, l'énergie cinétique initiale de l'objet va dépendre de sa vitesse initiale. Évidemment, ici, on dit qu'initialement, mon objet est immobile initialement. Okay? Donc, comme la vitesse initiale est nulle, ben, l'énergie cinétique, elle aussi, va être nulle, tout simplement. Okay? Donc, quand on vous demande de trouver l'énergie mécanique totale initiale, l'énergie mécanique totale initiale est la somme de l'énergie cinétique initiale puis de l'énergie potentielle initiale. 0 plus 9,8, 9,8 joules. Donc, je fais la liste de tout ce qui peut contenir de l'énergie. En ce cas-là, j'ai un objet qui peut contenir à la fois de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Combien est-ce qu'il en contient? Il en contient 9,8 joules au complet. En D, on vous demande quelle est l'énergie mécanique totale de l'objet juste avant qu'il touche le sol. Ben, dans notre exemple, on a une balle qui est soumise uniquement à la gravité. Donc, comme elle est soumise uniquement à la gravité, l'énergie va être conservée. Ben, pourquoi juste, bon, l'énergie va être conservée? Donc, l'énergie ne change pas. Il n'y a aucune force à part la gravité qui agit sur l'objet, donc il n'y a aucune variation d'énergie totale. Dans le fond, ici, ce qui est important de remarquer, c'est que on ne le précise pas dans les notes de cours, mais la gravité est une force qui a la propriété de conserver l'énergie, qui a un champ d'énergie gravitationnelle, d'énergie potentielle, pardon, qui lui est associé, qui fait en sorte qu'il va pouvoir stocker l'énergie temporairement. Donc, toutes les forces qui ont la propriété de stocker de l'énergie temporairement, c'est toutes des forces qu'on va appeler des forces conservatives, des forces qui ont la propriété de conserver l'énergie. La gravité, c'en est un bon exemple. Donc, c'est sûr que s'il y a juste des forces conservatives qui agissent sur un objet, ben, l'énergie mécanique du système va être conservée. Okay? Dans notre exemple, on a juste, ça c'est l'énergie initiale, oui. L'énergie finale est égale à l'énergie initiale, donc à la fin, j'ai toujours mes mêmes 9,8 joules d'énergie euh, toute une mécanique totale. Ou est-ce que c'est la petite. Si on veut trouver l'énergie potentielle gravitationnelle, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, autrement dit, on va redécomposer. L'énergie finale peut être sous forme d'énergie potentielle gravitationnelle puis cinétique. Ici, on vous demande l'énergie potentielle gravitationnelle finale, ça va être mg fois la hauteur finale. Mais nous, on venait de dire que la hauteur finale de mon objet était égale à 0. Okay? Parce qu'à la fin, mon objet est au point le plus bas. Donc, comme la hauteur est 0, ben, l'énergie potentielle gravitationnelle finale va être de 0. Okay? Immédiatement, ça me permet de déterminer combien j'ai d'énergie cinétique. Parce que je sais que l'énergie totale, qui est de 9,8 joules, est répartie sous forme potentielle puis sous forme cinétique. Donc, l'énergie cinétique est égale à 9,8 joules. C'est ça qui me permet de trouver la vitesse de l'objet en g, parce que je sais que l'énergie cinétique finale, c'est égal à 1 demi fois la masse fois la vitesse finale d'un objet au carré, 1 demi fois 0,5 fois la vitesse finale au carré, ce qui me permet de trouver qui est égal à 9,8, ce qui me permet de trouver la vitesse finale qui est de 6,27 mètres par seconde, à peu près là. 6,26, on ne s'ostinera pas pour mètres par seconde. Donc, ici, on a réussi à retrouver la vitesse de la balle juste en passant par l'énergie.
quand je vous dis aussi que l'approche du travail puis l'approche de l'énergie sont similaires, je vais juste vous illustrer ça. Okay? Donc, dans l'exemple qu'on avait, on avait initialement notre balle ici, à la fin notre balle ici. Entre les deux, elle s'est déplacée d'une quantité delta S comme ça. Autrement dit, elle est partie d'une certaine hauteur égale à h, okay, de 2 mètres, qui est égale au déplacement en même temps. Okay? Donc, si je pense en termes de conservation de l'énergie, euh, initialement, j'ai de l'énergie cinétique, à la fin, j'ai de l'énergie, pardon, puis de l'énergie potentielle. À la fin, j'ai de l'énergie cinétique, puis de l'énergie potentielle finale. Okay? Donc, supposons que mon objet au début avait une vitesse VI, puis qu'à la fin, il y avait une vitesse VF, là, même pas besoin de mettre des valeurs là-dedans. Okay? Donc, pardon. Euh, donc, ok. Excusez la chose que je m'en vais. Je vais regrouper les termes en UI d'un côté, puis les termes en K de l'autre côté. Okay? Donc, UI moins UF, qu'est-ce que c'est ça? C'est mg fois hi moins mg fois hf. Donc, je peux mettre mg en évidence, puis ça me donne hi moins hf ici. OK? Ça mesure combien? Ça mesure 2 mètres. OK? Ça, c'est équivalent à mon déplacement. OK? Pourquoi? Parce que mon déplacement, c'est position finale moins position initiale. OK? Donc, ouais, c'est position finale. Voyons. Mais la grandeur du déplacement, ici, OK, elle mesure combien? Elle mesure hi moins hf ou hf moins hi. OK, c'est la même chose. OK? Hi, 2 mètres, moins hf, 0, ça donne 2 mètres. OK? Où je m'en vais avec ça, c'est que si je voulais calculer le travail fait par le poids, qu'est-ce que je ferais? Poids fois grandeur du déplacement fois cosinus de l'angle entre le poids et le déplacement. Donc, la grandeur du poids, c'est m fois g. La grandeur du déplacement, c'est h. OK? I. OK? 2 mètres. Puis le cos de θ, l'angle entre le poids et le déplacement, c'est 0. Cos de 0, ça vaut 1. Donc, le travail qui est fait par le poids, c'est mgh, tout simplement. OK? HF étant égal à 0 ici, mghi. Ce que je veux faire remarquer, c'est que ça correspond au travail fait par la gravité. Puis KF moins KI, c'est quoi? C'est la variation d'énergie cinétique. Donc ça, c'est le travail net, parce qu'il y a juste une force qui agit. On est parti de la conservation de l'énergie, puis on s'est retrouvé avec le théorème de l'énergie cinétique à la fin. Okay? Donc c'est complètement équivalent. Okay? On va l'illustrer dans l'exemple numéro 5. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse là, pour vous montrer que, dans le fond, le théorème d'énergie cinétique puis la loi de la conservation de l'énergie, c'est deux facettes identiques de la même. Dans le fond, c'est deux façons différentes de résoudre les mêmes problèmes, mais c'est juste des fois, il y a des problèmes qui vont plus il y a des façons excusez, là, je cherche mes mots un petit peu un matin, il est encore tôt. Donc, il y a des problèmes qui sont plus faciles à faire avec une approche qu'avec l'autre, puis le contraire. Mais en théorie, les deux sont complètement équivalentes, donc les deux sont valables. OK. Donc, si on regarde l'exemple 5, justement, on va illustrer ça ici à l'exemple numéro 5. Donc, on dit, on lance un objet de 200 grammes avec une vitesse initiale de 3 mètres secondes vers le haut. OK. Donc, situation initiale, mon objet est ici. Situation finale, mon objet va se retrouver en quelque part ici. Donc, on met hauteur égale à 0, point de plus bas, puis positive vers le haut. Pardon. Donc, on dit déterminer l'énergie mécanique totale initiale. L'énergie mécanique totale initiale va être la somme de l'énergie cinétique puis de l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, c'est mgh initiale, puis l'énergie cinétique, une demi mvi à la 2. Excusez. J'ai quand même suivi un petit peu mes notes. Donc, au début,
On vient de préciser, la hauteur initiale de l'objet est égale à 0 parce que c'est à ce moment-là qu'il est au point le plus bas. Donc, il n'y a pas d'énergie potentielle. Combien d'énergie cinétique? C'est un objet de 200 grammes que j'ai lancé avec une vitesse de 3 mètres vers le haut. Donc, ça donne 0,9 joules. Okay. Donc, dans mon système, j'ai 0,9 joules d'énergie mécanique totale qui est disponible. On vous demande de déterminer l'énergie finale. Bien évidemment, ici, il n'y a eu que la gravité qui agit sur la balle. Donc, l'énergie finale doit être égale à l'énergie initiale. Il n'y a pas eu d'énergie qui a été ajoutée ou qui a été soutirée à mon système. Okay. Donc, l'énergie mécanique est conservée, c'est ça que ça veut dire. Il n'y a rien. On va voir, j'évoquais brièvement les forces conservatives. Euh, Évidemment, les autres forces, c'est pas des, c'est des forces non conservatives par définition. C'est des forces qui vont soit ajouter de l'énergie à mon système, soit soutirer de l'énergie à mon système. On pense par exemple à quelqu'un qui pousse sur une caisse. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner de l'énergie à la caisse, alors que s'il y avait du frottement, le frottement va retirer de l'énergie à mon objet. Okay? Donc, il y a des forces qui sont non conservatives. Les forces conservatives, encore une fois, sont celles qui ont des énergies potentielles qui leur sont associées. Parce qu'entre autres, on se souvient que l'énergie potentielle dépend uniquement de la position, de la hauteur dans ce cas-là. Donc, si l'objet revient à la même hauteur, bien, il retrouve la même énergie potentielle. Donc, il n'y aura pas de variation d'énergie nette. OK? Donc, à partir de l'énergie mécanique totale, déterminer la hauteur maximale atteinte par l'objet par rapport à son point de départ. Ben, on sait que l'énergie finale, qui est de 0,9 joules, va être répartie sous forme d'énergie potentielle et d'énergie cinétique. Si on veut trouver la hauteur maximale, qu'est-ce qui définit le sommet de la trajectoire? C'est que la vitesse de l'objet doit être égale à 0 à cet endroit-là. Donc, l'énergie cinétique finale va être nulle parce que la vitesse finale est nulle. Donc, toute l'énergie va être sous forme d'énergie potentielle gravitationnelle. Mon 0,9 joules, je vais le trouver sous forme d'énergie potentielle gravitationnelle. Mon objet fait 0,2 kg. Puis, quelle est la hauteur finale atteinte? Il va atteindre une hauteur maximale de 45,9 cm. Donc, comme je viens de vous dire, c'est équivalent si on le fait d'une façon ou de l'autre. Ici, on va vous demander en D de trouver la variation d'énergie cinétique de l'objet en son point de départ et sa hauteur maximale. Donc, on cherche le delta K, okay? Donc qui est KF moins KI par définition. Évidemment, mon KF est égal à 0. Okay? Puis mon KI, je l'avais trouvé ici, il est égal à 0,9. Donc ça vaut 0,9, qui était mon KI. Donc j'ai une variation d'énergie cinétique de moins 0,9 joules. Okay? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie cinétique a diminué de 0,9 joules. On dit déterminer le travail net fait sur l'objet pendant son déplacement vers le haut. On sait que le travail net est égal à la variation d'énergie cinétique. Donc, le travail net va être lui aussi, évidemment, de moins 0,9 joules. En F, déterminer le travail fait par le poids pendant son travail fait par pendant le travail. Voyons, déterminer le travail fait par le poids de l'objet pendant son déplacement vers le haut. Bien ici, le travail net, c'est la somme de tous les travaux. Mais comme j'ai juste une force qui agit, le travail net est automatiquement le travail fait par le poids. Okay? Puis c'est ça qui va me permettre de trouver la hauteur maximale atteinte par l'objet. Okay? Pourquoi? Ben parce que je sais que le travail fait par le poids, c'est la grandeur du poids fois la grandeur du déplacement fois le cosinus de l'angle entre le poids et le déplacement. Donc le poids c'est m fois g. Ici, la grandeur du déplacement, si ma balle passe d'une hauteur égale à 0 puis qu'elle se rend jusqu'à une hauteur égale à h, ben la grandeur du déplacement c'est h. Puis l'angle entre le poids et le déplacement, c'est 180 degrés. Donc j'ai 0,2 fois 9,8 fois h fois moins 1 qui est égal au travail fait par le poids, mais qui est égal à moins 0,9. Donc je trouve h égale 0,45,9 cm.
qui est la même réponse qu'en C. OK? Donc, on voit ici, encore une fois, c'est équivalent de parler du théorème d'énergie cinétique ou de parler du principe de conservation d'énergie. Ça va donner les mêmes solutions. OK? Sauf qu'il y a des problèmes où c'est plus facile d'utiliser la conservation d'énergie. Je vous donne comme exemple suivant. Euh, un bloc, c'est un genre de montagne russe. On dit un bloc de 3 kg part du repos au point A, puis il n'y a aucun frottement sur mon système. Okay. Quelle est l'énergie mécanique totale au point A? Donc, question 6. Pardon. Donc, question 6, on a la situation suivante. On vous demande de trouver l'énergie mécanique totale du système au point A. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit définir une échelle d'énergie potentielle avec mettre le point à 0 au point le plus bas du mouvement. Donc, comme c'est ici que le point est le plus bas, donc je vais mettre H égale à 0 à cet endroit-là, puis je vais mettre H positif vers le haut. OK? Donc, quand je vais vouloir évaluer l'énergie mécanique totale initiale, puis que je vais trouver la somme d'énergie cinétique puis d'énergie potentielle, bien, initialement, comme mon bloc part du repos, OK, il n'y aura aucune énergie cinétique parce que sa vitesse initiale est nulle. Mais il y a de l'énergie potentielle. Il y en a combien? Il y en a mgh initiale, 3 fois 9,8 fois 30 cm. Donc une énergie mécanique totale initiale de 8,82 joules. Comme il n'y a aucun frottement et que l'objet se déplace uniquement sous l'action de la gravité, ben, l'énergie mécanique totale va être conservée pendant tout le trajet. OK? Donc, si j'ai 8,82 joules d'énergie disponible au début, je vais avoir 8,82 joules d'énergie du début à la fin. C'est juste que comme la hauteur de l'objet va varier, son énergie potentielle va varier, donc automatiquement l'énergie cinétique elle aussi va varier. OK? Donc au point B, okay, l'énergie au point B c'est la même que l'énergie au point A, c'est 8,82 joules. Cette énergie-là va être répartie toujours sous forme d'énergie cinétique au point B puis potentielle au point B. Au point B, la hauteur est 0. Okay? Donc l'énergie potentielle est 0. Donc toute l'énergie va se retrouver sous forme d'énergie cinétique. C'est là que la vitesse va être la plus grande. Okay? Donc c'est littéralement le principe des montagnes russes. Là. Quand vous êtes à la ronde et que vous faites le monstre, ben, quoi qui est fermé à l'année à peu près, là. Mais si vous allez dans le monstre, qu'est-ce qui se passe? Vous partez d'un point bas, le moteur vous entraîne jusqu'en haut de la première côte. Après, il vous laisse descendre. Au fur et à mesure que vous descendez, l'énergie potentielle gravitationnelle que vous allez avoir accumulée va se transformer en énergie cinétique. Donc, vous allez aller de plus en plus vite. Quand vous remontez, vous ralentissez. Okay, pourquoi? Parce que ça prend de l'énergie potentielle pour remonter. Cette énergie-là s'acquiert au dépend de l'énergie cinétique. Donc, vous allez perdre l'énergie cinétique, mais vous allez gagner de la hauteur. L'énergie qui est stockée là sur un potentiel gravitationnel, elle vient d'où? Elle vient du fait qu'il y a un moteur qui a travaillé pour vous amener jusqu'en haut. Il y a une chaîne qui entraîne le chariot, qui fait un travail sur l'objet, qui dépense de l'énergie, littéralement, pour vous permettre de monter jusqu'en haut. OK? 3 fois la vitesse au point B au carré. La seule inconnue, c'est la vitesse au point B. Puis si je l'évalue, je trouve 2,42 mètres par seconde. En C, on vous demande de trouver la vitesse du bloc au point C. Donc, je sais que l'énergie au point C va être la même que l'énergie au point B, va être la même que l'énergie initiale, qui va être de 8,82 joules. L'énergie est conservée. Okay? Cette énergie-là peut être répartie sous forme d'énergie cinétique puis d'énergie potentielle. Sauf que ici, j'ai un peu des deux. Okay? Pourquoi? Ben, j'ai mon objet de 3 kg qui a une certaine vitesse VC que je cherche à déterminer. Puis en même temps, j'ai un objet de 3 kg qui est à une certaine hauteur qui est 20 cm plus haute que son point le plus bas. Donc ça donne 1,5 VC au carré, plus ça donne 5,88, puis est égal à 8,82. Donc, si j'envoie ce terme-là de l'autre côté, j'ai 1,5 VC à la 2 est égal à 2,94. Puis je trouve une vitesse au point C de 1,4 mètres par seconde.
Donc ça aussi, c'est bon. Ok. Donc c'est le principe d'une montagne russe. En absence de frottement, l'énergie mécanique totale va être conservée là-dedans. Ok. Donc, je vais vous... non, lui, on a dit je vais vous laisser le faire, mais euh, intuitivement, bon, A, les points B, C, D, ça va, c'est pratiquement exactement ce qu'on vient de faire ensemble. Ce qui est différent, c'est le point E ici. Ok. Donc, on dit le chariot part du repos point A. Pardon, on vous demande la vitesse du chariot au point E. Ok. Donc, je vais juste faire E avec vous. Je vais vous laisser faire B, C, D. Là, vous regarderez la démarche qu'on vient de faire juste avant. Donc, évaluons l'énergie mécanique au point A. Donc, ça va être KA plus UA. Bon, si on réfère à H égale à 0, point le plus bas, initialement, ma vitesse au point A est nulle. Puis tout ce qui me reste, c'est l'énergie potentielle. Donc l'énergie au point A, c'est M fois G fois hauteur A. 4 fois 9,8 fois 1,2 m. OK. Pour la petite histoire, ça vaut, si on le calcule, 47,04 joules. OK. Donc j'ai initialement 47,04 joules d'énergie disponible. OK. Au point E. OK. Donc si je fais au point E, quelle est... Bon, ça va être l'énergie qu'on va utiliser pour qui est égale en B, en C, en D, là. Même en E, l'énergie du chariot est toujours égale à 47,04 joules. Il n'y a aucune force qui va ajouter ou enlever de l'énergie à ça. Ce qui change, c'est que rendu au point E, ben, on veut savoir la vitesse. Donc, je suppose que l'énergie au point E, ça va être de l'énergie cinétique puis de l'énergie potentielle. Le problème, c'est que si je regarde combien d'énergie ça me prend pour me rendre au point E, ça me prend 4 fois 9,8 fois 1,5. Mais 4 fois 9,8 fois 1,5, là, c'est plus que 4 fois 9,8 fois 1,2. OK? C'est assez évident. OK? Ça donne 58,8. Ce qui est plus grand que 47,04. Donc, pour me rendre au point E, ça me prend plus d'énergie que ce que j'ai au point A. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je ne pourrai jamais me rendre au point E. OK? Je ne pourrai jamais atteindre le point E. On n'atteint jamais le point E. OK? Pourquoi on n'atteint pas le point E? Parce qu'au point E, ça me prendrait plus d'énergie que ce que j'ai disponible. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, mon objet, il va atteindre une hauteur maximale, c'est sûr. Quand que toute l'énergie cinétique va être perdue, puis elle va tout être sur son potentiel, mais c'est impossible de faire apparaître l'énergie pour continuer de monter. OK? Donc, on n'atteindra pas le point E dans ce cas-là. Parce qu'on a une énergie trop faible pour le faire. OK? Puis, on parlait tantôt des forces conservatives. Euh, Qu'est-ce qui se passe s'il y a du frottement ou s'il y a une force externe qui est exercée? Euh, donc, s'il y a du frottement, l'énergie ne sera pas conservée. OK? On va regarder combien d'énergie j'ai au départ. Je vais faire l'exemple juste après. Là. OK? On va ajouter le travail fait par le frottement. Ça va me donner l'énergie finale. Évidemment, le travail fait par le frottement, là, souvent, c'est une quantité qui est négative. OK? Parce que souvent, si l'objet se déplace dans une direction, le frottement s'oppose au déplacement. Voyons. Le frottement s'oppose au déplacement. Donc, quand je calcule le travail fait par le frottement, il va apparaître euh, cos de 180 degrés, puis le travail va être négatif. OK? Donc, ça, on va faire réduire la quantité d'énergie qu'on a. Évidemment, si j'ai un objet qui a 10 joules d'énergie en partant, puis que le frottement fait un travail négatif de moins 5 joules, ben, il va juste me rester 5 joules à la fin. OK? Donc, c'est un peu ça ici. À l'inverse, si on pousse ou on tire sur la caisse, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un travail positif sur la caisse. Donc, évidemment, si, mettons, vous regardez la caisse, puis vous tirez sur la caisse avec une tension, puis la caisse se déplace par là, bien là, le travail fait par la tension va être T fois delta S fois cos de 0, par exemple, puis là, ce qui est positif. Donc, le travail fait par la tension va être positif. Donc, vous allez donner de l'énergie. Quand vous tirez sur une caisse, vous faites augmenter l'énergie de la caisse. Donc, vous faites un travail qui va être
positif sur la caisse. Donc, vous transférez de l'énergie à la caisse. Vous ne faites pas apparaître de l'énergie. Pourquoi vous réussissez à transférer de l'énergie? C'est parce que vous en avez dépensé. Vous en avez perdu. Okay? Votre énergie a diminué. Vous la prenez où votre énergie? Ben, vous mangez, je sais pas moi, une banane ou une toast au beurre de pinot le matin en vous levant, puis ça vous donne de l'énergie sous forme potentielle chimique qui va être métabolisée par votre corps pour se transformer ultimement en énergie cinétique, par exemple, quand vous allez tirer ou pousser sur un objet. Donc, c'est le principe en arrière de tout ça. Okay? Donc, il faut vraiment voir l'énergie est complètement conservée quand il n'y a pas de force, quand il n'y a pas de force externe non conservative. Quand il y a juste la gravité qui affecte un objet, mais la force va être, l'énergie, pardon, mécanique totale va être conservée. Si on regarde l'exemple numéro 8, on va voir même que ce n'est pas l'énergie des blocs individuels qui est conservée. Okay? Donc, on dit le système est relâché à partir du repos au moment où le bloc de 5 kg est à 3 mètres du plancher. Qu'est-ce qui va se passer? Le bloc va tomber, lui va monter de 3 mètres. Déterminer l'énergie mécanique totale initiale du système constitué des deux blocs. Donc, si je veux faire ça, la première chose que je vais devoir faire, c'est tracer mon système. Donc, j'ai un bloc 1 ici, j'ai un bloc 2 en position initiale. Puis on dit, lui va tomber de 3 mètres, pendant que lui va monter de 3 mètres. Évidemment, là, ils sont reliés par une corde qui ne change pas de longueur. Donc, si lui tombe de 3 mètres, lui va monter de 3 mètres. Okay? Donc, ça, c'est position initiale, position finale. Je sais que, que si je veux trouver l'énergie mécanique totale initiale du système, ben, il va falloir que je considère pas juste l'énergie du bloc 1, mais l'énergie du bloc 1 et celle du bloc 2. Donc, le bloc 1 peut avoir une énergie cinétique initiale, une énergie potentielle initiale. Le bloc 2 peut avoir une énergie... Non, attendez une seconde, je vais écrire ça autrement. Donc, je vais reprendre l'énergie cinétique initiale du bloc 1, l'énergie cinétique initiale du bloc 2. Ensuite, l'énergie potentielle initiale du bloc 1, l'énergie potentielle initiale du bloc 2. Donc, pour chaque bloc, je regarde combien d'énergie potentielle, combien d'énergie cinétique. Pour les énergies cinétiques, c'est facile dans mon exemple. On dit le système part du repos. Donc, la vitesse initiale est nulle pour les deux objets. Okay? Pour l'énergie potentielle, par contre, ce qu'on avait dit, c'est on trace un axe, une échelle d'énergie potentielle où l'énergie est nulle au point le plus bas. Non seulement ça, mais quand j'ai deux objets, je peux tracer deux axes indépendants, un sur chaque objet. Donc, je vais tracer pour le bloc 1 une échelle d'énergie potentielle, puis pour le bloc 2 une échelle d'énergie potentielle. Dans les deux cas, je mets l'énergie à 0 au point le plus bas, indépendamment pour mes deux objets. Okay? C'est un peu comme quand on faisait des systèmes d'axes pour des blocs, des plans inclinés, ou quand vous aviez deux objets, chaque objet avait son système d'axe. On a la même chose ici. Donc, avec l'énergie, on a l'énergie de chaque bloc qui est à son point, qui est 0 à son point le plus bas. Donc, si les deux blocs n'ont pas le même point le plus bas, les deux blocs vont avoir une échelle d'énergie qui va leur être propre. Donc, ici, les conséquences que ça a, c'est que le bloc 1, à son point le plus bas, c'est à sa position initiale qui est au plus bas. Donc, toute l'énergie est où? Toute l'énergie est contenue sous forme d'énergie potentielle gravitationnelle initiale dans le bloc 2. Okay? J'en ai combien? J'en ai M2 fois G fois H. Donc, mon bloc fait 5 kg, puis il part d'une hauteur de 3 mètres. Donc, j'ai 147 joules d'énergie mécanique totale initialement disponible dans mon système. Okay? C'est cette énergie-là qui va être conservée. Okay? Donc, on dit en utilisant le principe de conservation de l'énergie, trouver la vitesse du bloc de 5 kg quand il arrive au plancher. Ben, je sais que, que l'énergie va être complètement conservée parce que sur mon système dans son ensemble, j'ai aucune force externe. Le système n'est soumis qu'à la gravité. Okay? Donc, vous allez me dire, si vous êtes un peu observateur, qu'il y a une tension aussi. Il y a une corde ici dans laquelle il y a une tension. Okay? On va y revenir. Laisse-moi encore quelques minutes. Là.
Mais la réponse courte, c'est que la tension est une force interne, est une partie du système. C'est pour ça qu'on ne parle pas de conservation d'énergie des blocs individuellement. On dit que l'énergie du système est conservée. Puis le système, c'est quoi? C'est les deux blocs puis la corde qui les relie. OK? En fait, le rôle de la corde va être de transférer l'énergie d'un bloc vers l'autre. OK? Donc, la corde va faire un travail négatif sur un des blocs, puis un travail positif sur l'autre. Donc, le travail va être de grandeur égale, mais de signe opposé. Autrement dit, elle va enlever l'énergie du bloc de 5 kg pour la communiquer au bloc de 3 kg. Mais elle va juste transférer l'énergie à l'intérieur du montage, à l'intérieur du système. Elle ne va pas faire augmenter ou diminuer la quantité d'énergie que j'ai dans mon système. Vous réécouterez ça un petit peu, OK? Donc, tout ça pour dire que même si une corde, ça ne fait pas changer la quantité d'énergie qui est dans mon système. J'en ai toujours 147 joules. Ce que ça change, par contre, c'est que cette énergie-là va être répartie différemment. OK? Elle peut être, comme ici, répartie sous forme cinétique pour le bloc 1, cinétique pour le bloc 2, potentiel gravitationnel. Je vais laisser faire le G, là. Final pour le bloc 1, potentiel gravitationnel final pour le bloc 2. Ici, qu'est-ce qu'on sait? C'est que mes deux blocs ont une certaine vitesse qui est clairement pas zéro. OK? Mon bloc de 3 kg est plus haut maintenant à la fin qu'il était au début, donc ça, c'est pas zéro. Mais mon bloc de 5 kg, lui, est tombé. Donc sa hauteur est devenue égale à zéro. Donc il n'y aura plus d'énergie ici. Mais il va en avoir dans les trois autres termes. Donc 147 est égal à 1 demi fois 3 fois vitesse finale au carré. 1 demi fois 5 fois vitesse finale au carré. Parce qu'on s'entend, les deux blocs ont la même vitesse. On a une corde ici qui ne va pas s'allonger ni se raccourcir. Donc, nécessairement, les blocs doivent avoir la même vitesse. Puis, on a ça qui est m fois, pardon, qui est 3 fois 9,8 fois 3. Okay. Donc, ça ici, ça vaut 88,2 joules. Ce que ça veut dire en français, c'est que sur les 147 joules d'énergie que j'avais au début, ça plus ça donne 4 VF carré. Il y en a 88,2 qui ont été transférés à l'objet pour juste le permettre de monter. Okay? Donc, prendre un objet de 3 kg puis le faire monter, ça prend une certaine quantité d'énergie. Ça prend, dans ce cas-là, 88,2 joules d'énergie. Il prend où? Le bloc de 3 kg, il la prend où cette énergie-là? Ben, il va aller piger dans les 147 joules que le bloc de 5 kg possédait au départ. Okay? Puis ensuite, le reste, dans le fond, là, si on le remarque comme ça, la différence entre ce que j'avais au début puis ce qui a été pris pour faire monter le bloc, la balance a été transférée sous forme d'énergie cinétique qui est partagée par les deux objets maintenant. Donc ça donne 39,2 de mémoire, je dirais. 58,8, pardon. Est égal à 4 VF2. Donc VF est égal à 3,83 mètres par seconde. On dit, ça c'est la réponse à B. On dit en C, déterminer l'accélération au moyen d'une équation du MRUA. OK? Bon, ben en C, on va prendre le MRUA, déplacement, vitesse initiale, vitesse finale, accélération et temps. Donc, déplacement de 3 mètres, vitesse initiale 0, vitesse finale 3,83. On cherche l'accélération, puis on ne connaît pas le temps. Donc, je vais prendre l'équation qui ne fait pas intervenir le temps. Puis ici, j'ai 3,83 au carré est égal à 0 plus 2a fois 3. Donc l'accélération est égale à 2,45 mètres par seconde carré. Puis on dit, comparé à l'accélération avec celle qu'on avait calculée dans le cours 11 à la page 89, mais vous irez vérifier, là, ça c'est page 89 ici. Oups, excusez, oups. Ah, 89. Ici, on avait fait ça en utilisant la deuxième loi de Newton. On avait trouvé l'accélération. Ça donne la même chose. Okay?
Donc, vous ne devriez pas être surpris que ça donne la même chose. On peut le faire de deux façons différentes. Aussi, cette équation-là, d'ailleurs, de cinématique qu'on a ici, là, ok, VF2 est égal à VO2 plus 2A delta X. Imaginez qu'initialement, j'ai un objet qui a une certaine énergie cinétique, une certaine énergie potentielle. On revient à ce qu'on avait fait tantôt, là. Donc, énergie initiale égale énergie finale pour un objet en chute libre. Okay? Donc, un objet qui tombe d'une certaine hauteur h. Okay? Donc, ici, ben, en fait, ouais, c'est ça. Okay? Donc, il est à une certaine hauteur. Mettons qu'on met le 0 ici, là. Il est à une certaine hauteur h initiale au début, finale ici, puis h initiale ici. Donc, ça, c'est 1 demi mvi carré plus mghi. 1 demi mvf carré plus mghf. Donc, je remarque que le m est dans chacun des termes déjà partant. Donc, je peux diviser par m. Puis, je vais multiplier par 2 aussi en même temps. Donc, il va me rester quoi? Vi à la 2 plus 2ghi est égal à vf à la 2 plus 2ghf. Je vais envoyer ce terme-là de l'autre côté, puis réarranger ça dans l'autre sens. Vf2 est égal à Vi2 plus 2ghi moins 2ghf. Puis je vais mettre ça ici, ça mesure combien? Ok, ça c'est mon déplacement. Ok, il mesure combien? Il mesure hi moins hf. Ok, 2g hi moins hf. Donc Vf2 est égal à Vi2 plus 2g delta S. Okay. Ben, mon delta S est négatif, mon accélération est négative elle aussi. Là, donc, en fait, ça c'est moins delta S pour être formel. Mais l'accélération d'un objet en chute libre, c'est quoi? C'est moins G. Okay? Donc ça me dit Vf2 est égal à Vi à la 2 plus 2A delta S, qui est mon équation de la cinématique qu'on utilise depuis tantôt aussi, depuis plusieurs cours. Donc, si vous vous demandez pourquoi tout ça c'est relié, ben, c'est parce que tout ça est relié. Hey, je marche à peu près un café par problème ces temps-ci. C'est peut-être trop. Donc c'est bon. Donc ici, on parlait de ce qui se passe quand vous avez du frottement ou des forces externes. Là, okay? Puis on va illustrer ça avec l'exemple 9. On dit un bloc de 10 kg glisse le long d'un plan incliné. Initialement immobile, il descend de 75 cm vers le bas du plan incliné. Quelle est la hauteur initiale si la hauteur finale est nulle? Donc, première chose qu'on va faire, c'est toujours de tracer le bloc dans sa position initiale et sa position finale. Okay. Donc, je vais prendre le bloc du numéro 9, puis dire il descend. Il descend jusqu'ici, par exemple. Okay. Il parcourt 75 cm. Évidemment, c'est le long du plan incliné. Okay. Nous, ce qu'on vous dit ensuite, c'est toujours de mettre la hauteur initiale mettre la hauteur à 0 au point le plus bas. Donc, on va regarder. Ça, c'est initialement, la hauteur est 0 ici. Ben, excusez, à la fin. Ça, c'est au début, à la fin. Au point le plus bas, la hauteur est 0, puis la hauteur est positive par là. Donc, mon objet est à une certaine hauteur h au début. Comment je fais pour relier le h au déplacement? Ben, si je regarde comme il faut, puis je me trace un triangle ici. OK? Donc, mon objet, pardon, parcourt 75 cm alors qu'il descend d'une hauteur h sur un plan incliné à θ degrés. Donc, j'ai une relation générale entre θ, okay, le sinus de θ ici, c'est toujours côté opposé sur hypoténuse. Donc, le h, c'est toujours delta S fois sinus de θ. Okay? Donc, dans mon exemple ici, à la question A, c'est quoi la hauteur initiale? C'est delta S, 75 cm, fois sinus de θ, 35 degrés. Okay. Ça fois le sinus de 35 degrés, ça donne 43 cm. Okay.
Pourquoi c'est important? Parce que l'énergie potentielle, elle dépend de la hauteur de l'objet. Ok? Donc, quand l'objet glisse sur un plan incliné, c'est pas, il ne va pas tomber d'une hauteur de 75 cm dans notre exemple. Il parcourt 75 cm verticalement, il se déplace juste de 43 cm. C'est cette variation d'énergie potentielle dans ces deux points qui va nous permettre de trouver la vitesse finale de l'objet. Donc, on dit quelle est l'énergie mécanique totale initiale? Ben, l'énergie. Il y a mon curseur. Mon curseur a disparu. Oh, excusez. Donc, l'énergie initiale va être égale à l'énergie cinétique initiale plus l'énergie potentielle gravitationnelle initiale. On précise que le bloc initialement est immobile. Donc, toute l'énergie va être sous forme potentielle. J'en ai combien? M, G, H initial. Donc, c'est un bloc de 10 kg fois 9,8 fois 43 cm. Donc, ça me donne une énergie mécanique totale initiale de 42,15 joules. Donc, dans mon objet, dans mon système, je devrais plutôt dire j'ai de disponible 42,15 joules. En C, ça c'est la réponse à B. Donc, en C, quelle est la vitesse finale du bloc s'il n'y a pas de frottement? L'énergie finale va être égale à l'énergie initiale, parce que je n'ai pas de travail fait par le frottement, qui est égale à 42,15 joules. Cette énergie-là peut être sous forme potentielle et cinétique. Sauf qu'à ce moment-là, c'est pas la hauteur, la vitesse qui est zéro, c'est la hauteur finale qui est zéro. Donc toute cette énergie-là est sous forme d'énergie cinétique. Donc il y a eu transfert de 42 joules d'énergie potentielle en 42 joules d'énergie cinétique. Une demi fois m fois v carré. Ça me permet de trouver la vitesse finale de mon objet, 2,9 mètres par seconde. Et, OK. Donc ça, c'est en absence de frottement. En D, on vous dit, si le coefficient de frottement est de 0,2, quel est le travail fait par le frottement pendant le déplacement vers le bas du plan incliné? Donc en D, ce qu'on ajoute, c'est une force de frottement. Donc maintenant, quand mon bloc glisse, il va y avoir une force de frottement qui va s'opposer au mouvement de l'objet. Donc là, il faut revenir à nos notions de F égale ma, parce qu'on va avoir besoin de trouver la grandeur de la force de frottement pour évaluer son travail. Okay? Donc, OK. Pourquoi je fais ça? Je cherche le travail fait par le frottement. Je sais que dans le travail fait par le frottement, c'est la grandeur du frottement fois le déplacement fois le cosinus de l'angle entre frottement et déplacement. Le déplacement, c'est 75 cm. L'angle entre les deux, 180. J'ai donc besoin de trouver la force de frottement. Je sais que la force de frottement, elle mesure mu fois la normale. Donc, j'ai besoin de la normale. Comment je trouve la normale? Ben, je regarde l'équilibre en Y. Okay? Parce que la normale agit le long de l'axe des Y. Je vais regarder l'équilibre en Y. Quelles sont les forces qui ont des composantes en Y? La normale, puis PY. Donc, la normale est égale à PY. La normale est égale à mg cos de 35. Okay? Ça devrait vous revenir. Ça ne devrait pas vous surprendre. Okay? Donc, la normale est égale à 80,28 newtons. Je peux donc trouver F, qui est le coefficient qu'on donne de 0,2 fois 80,28. La grandeur de la force de frottement est de 16,05 joules, newton. Donc, je peux donc trouver le travail fait par le frottement, qui est 16,05 fois 75 cm fois le cosinus de 180 parce que le bloc se déplace par là, puis le frottement agit à l'opposé, donc il y a un angle de 180 entre les deux. Cos 180 vaut moins 1. Donc le travail fait par le frottement, moins 12 joules environ, toute fin pratique. Okay. Donc ça veut dire que entre le point A puis entre la position initiale et la position finale, le frottement va avoir fait un travail négatif de 12 joules. Ça veut dire qu'il va avoir soutiré 12 joules d'énergie à mon objet. Donc si mon objet si mon système contenait 42,15 joules d'énergie au départ, combien est-ce qu'il en E, combien est-ce qu'il va en rester à la fin?
Donc, en E, on cherche l'énergie finale. L'énergie finale est égale à quoi? C'est égal à l'énergie initiale auquel je dois ajouter le travail qui a été fait par le frottement. Donc, au début, j'avais 42, j'ai dit 42 ou 47? 42,15. Puis le travail en a enlevé 12,04, ce qui fait qu'au net, j'en ai 30,11. Donc, mon bloc, mon système contient à la fin plus juste 30,11 joules d'énergie parce qu'il y en a 12,04 qui ont été perdus à cause du frottement. OK? Donc, quelle est la vitesse? Ben, c'est cette énergie-là, finale, qui va être répartie sous forme d'énergie cinétique puis d'énergie potentielle. Évidemment, là, à la fin, mon bloc est à sa hauteur minimale. Donc, toute cette énergie-là va être sous forme d'énergie cinétique, qui est égale à 1 demi fois m fois vitesse finale au carré. Donc, la vitesse finale est égale à 2 fois 30,11 divisé par la masse. Puis on prend la racine. Donc, on trouve une vitesse de 2,45 mètres par seconde. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est plus petit que la vitesse que j'avais trouvée tantôt, qui était de 2,9. OK. Oups. Oups, oups. Donc, tantôt, j'avais trouvé une vitesse de 2,9 sans frottement. Maintenant, j'ai du frottement 2,45. Donc, on remarque que l'objet a une accélération plus faible. OK? Donc, sa vitesse augmente moins rapidement. Est-ce que c'est normal que l'accélération soit plus faible? Ben oui. OK? Parce que si on y pense en termes de la deuxième loi Newton, s'il n'y a pas de frottement, la force qui en résultante en X va être plus grande. Donc, le rôle de la force de frottement, c'est de réduire la force résultante en X. Donc, plus la force résultante est faible, plus l'accélération est faible, plus la vitesse change lentement. OK? Donc, ça complète le document numéro, numéro 17. Là. OK? Je vais refaire dans le prochain cours d'autres petits exercices, des applications. Là. Il n'y a plus de nouvelles matières en tant que telles. Ce qu'on a à retenir, j'aime ça, toujours ça finir avec ça. Donc ici, on a parlé de conservation d'énergie. On a vu les notions importantes ici, c'est que l'énergie mécanique totale en absence de force autre que la gravité est conservée. Okay? Donc s'il y a juste la gravité qui agit sur un système, l'énergie mécanique totale va être conservée. C'est celle qui tient compte de l'énergie potentielle gravitationnelle. Okay? On a vu que quand on a plus, entre autres, là, je ne referai pas tout le cours, là, mais on a vu que dans le fond, le théorème de l'énergie cinétique puis la loi de la conservation de l'énergie, c'est deux facettes de la même chose. OK? Donc, on peut utiliser les deux façons pour résoudre des problèmes. On a vu que, on vient de voir que s'il y a du frottement, l'énergie totale va diminuer, l'énergie disponible va diminuer au fur et à mesure que l'objet se déplace parce que le travail fait par le frottement est négatif. On a vu que si on a un agent externe qui pousse ou qui tire sur une caisse, ben là, à l'inverse, la quantité d'énergie disponible dans notre caisse va augmenter. OK? Puis, on va faire d'autres illustrations de ça plus tard. OK? Donc,